Doucement. Bonjour à toutes et tous, donc, et puis bienvenue pour ce rendez-vous IFTH de rentrée. J'espère que vous avez passé de belles vacances et que cette rentrée est active, dynamique, autant pour vous que pour nous. Aujourd'hui, notre choix s'est porté sur le compte-rendu que nous faisons de manière très habituelle du Salon Tech Textile lors de Tous les chaque 2 ans, en édition. Alors fait. voilà, il est un peu Mhm. tardif dans l'année parce que c'était en avril cette année, mais on avait beaucoup de thèmes à traiter dans les rendez-vous FTH. Donc Yacine a attendu son tour. On a Patiemment. ouvert la porte aujourd'hui. Donc Tech Textile, évidemment, salon incontournable. Le rendez-vous international des textiles techniques, non tissés et plus largement textile fonctionnel, avec les grands thèmes, innovation, durabilité, qui sont vraiment des marqueurs du secteur. Donc voilà, c'est toujours, si vous avez participé à l'édition, c'est un complément d'information. Si vous n'avez pas pu y participer, ça va quand même vous donner les grandes tendances, les grands marqueurs. Aujourd'hui, donc c'est Yacine Moukela qui nous fait le plaisir d'animer le rendez-vous FTH. Il était sur place. Et puis, il a eu l'occasion aussi d'échanger avec pas mal de personnes qui étaient présentes sur le salon depuis, hein. Donc, vous aurez les tendances et surtout, évidemment, ceci n'est pas exhaustif. Donc, Absolument. c'est une session qui se veut toujours interactive. L'idée, c'est, si vous avez des questions pendant l'intervention, n'hésitez pas à les poser via le chat et puis on y répondra à la fin. Et évidemment, si vous avez aussi pas seulement des questions, mais Oui, des des compléments, informations, voilà, des si. choses, des compléments d'informations, Mhm. évidemment, l'idée, c'est d'en discuter ensemble. Donc, pour rappel, hein, cette session est enregistrée. Donc c'est pour ça que je coupe un peu les micros et si possible les caméras, mais je vois que tout le monde est vraiment au top. Écoute, je vais te laisser la main. Très bien. Merci Nadège pour cette introduction. Donc, comme tu le disais si bien, aujourd'hui, ça va être un compte-rendu de ce salon. Donc, Tech Textile et Tex Process qui se déroulent sur la même période et à la même, on va dire au même endroit. L'idée aujourd'hui, c'est de faire un retour sur ce qu'on a vu sur le salon, sachant que en complément, donc sur ce salon, on s'y est déplacé, nous, l'IFTH, avec Tectera, nos confrères de Tectera, donc un pôle de compétitivité, qui eux se sont plutôt concentrés sur le côté congrès et conférence. Et voilà, donc je vous invite à vous rapprocher d'eux si c'est plutôt cet aspect-là qui vous intéresse. Nous, pour notre part, on s'est baladé dans le salon, on a regardé un peu ce qui se faisait, notamment auprès d'industriels. Donc c'est pour ça que notre compte-rendu va être plutôt focus sur ça. Et comme tu le disais très bien, Nadège, tout à l'heure, on ne cherche pas l'exhaustivité, on essaie uniquement de mettre en valeur ce que nous, IFTH, on a trouvé comme initiative un peu marquante et essayer de donner on va dire un fil de ce qu'on a aperçu là-bas. Donc, comme je le disais, Tech Textile, c'est très très grand. Les stats ont été partagées par les. Je vais faire un petit point rapide sur comment dire ça, la tendance du salon. Donc, on a 35 000 visiteurs qui sont venus cette année. C'est à peu près 30% de visiteurs en plus par rapport à la dernière édition qui s'est déroulée il y a 2 ans. On a aussi presque donc 1473 comment on dit exhibitors, donc de personnes qui sont venues, qui avaient Exposant. des stands exposants, voilà, excuse-moi. J'avais perdu le mot. Donc on a 1473 exposants, donc effectivement d'où l'idée d'essayer de d'écrémer tout ça et de partir vraiment de montrer ce qui est le plus pertinent. Petit point sur les thématiques qui ont été abordées. On observe qu'il y en a pas, il n'y a pas forcément d'évolution majeure on va dire depuis que le salon, depuis les 10 dernières années, c'est à peu près les mêmes thématiques qui reviennent. Ce qui intéresse le plus les visiteurs, c'est tout ce qui tourne autour des fibres et des fils, mais aussi des process, donc des technologies, des process et des accessoires. Donc voilà, c'est à peu près, c'est un peu les stats fournis par les organisateurs. Donc, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet,
l'idée aujourd'hui, l'idée avec cette slide, d'avoir un peu une petite vue d'ensemble, donc des tendances observées. Cette année, comment dire, c'est assez percutant. On voit quelque chose qu'on ne voyait pas forcément les dernières éditions, c'est l'entrée de l'IA générative. L'IA générative, pour rappel, c'est ce qui permet donc de générer du texte, des photos, c'est tout ce qui est les modèles ChatGPT, DALL-E par exemple. Voilà, qui à partir d'un prompt génère une illustration, génère un texte, etc. Donc, le marché de ce type d'intelligence artificielle, il est en explosion aujourd'hui, et on voit que les acteurs du textile et de l'habillement cherchent une utilisation pour ce type de technologie. Alors, est-ce que c'est pertinent? On va regarder un cas particulier un peu plus tard dans la présentation. Aujourd'hui, je pense qu'il est trop tôt pour le dire, mais voilà, on note quand même que c'est en émergence, c'est apparu, et c'est un marché voilà, qui cherche son application dans le textile. Niveau réglementation, il y en a pas mal qui arrivent ces derniers temps. Je pense notamment à celles sur les PFAS, donc les perfluorés. On va dire en réaction ou en anticipation à ces réglementations, les acteurs multiplient les initiatives pour proposer par exemple des produits hydrophobes sans PFAS. En tout cas pour essayer voilà, de permettre d'anticiper ces mesures réglementaires. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que la réglementation, elle n'est pas encore arrivée, mais les acteurs commencent déjà à proposer des choses. C'est-à-dire que même si au final, voilà, même si au final ça arrive sous une forme différente, l'effet commence déjà à apparaître, en tout cas commercialement, sur ce qui est mis sur le marché. Un autre impact intéressant à voir, c'est celui du marché du véhicule électrique, donc qui se développe pas mal ces dernières années. Et ce qu'on voit dans le textile, c'est directement tout ce qui concerne la protection des batteries. Donc c'est émergent. Et ça commence de plus en plus à se répandre. Et bien sûr, ça suit la croissance du marché des véhicules électriques. Donc, pas uniquement les véhicules électriques, mais aussi tout ce qui est mobilité douce. Niveau automatisation, comme toujours, j'ai l'impression qu'on répète un peu ça à chaque édition de Tech Textile, mais les avancées, elles sont incrémentales. On n'a pas tout, on a, en tout cas dans la confection, on voit rien qui sorte, enfin voilà, particulièrement révolutionnaire, mais toujours euh, plus d'automatisation sur certaines parties du processus. Sachant que à terme, voilà, c'est un enjeu important, l'automatisation dans la confection. Et comme toujours, mais ça c'est devenu maintenant, je pense que c'est incontournable sur ce type de salon. Tout ce qui est enjeux de durabilité, enjeux écologiques, enjeux environnementaux. C'est-à-dire qu'on va voir du vert de partout sur les stands. Après, derrière, est-ce que c'est vraiment écologique ou est-ce que c'est plutôt de la communication? Bon, c'est difficile de le dire, mais c'est un enjeu qui a été, on va dire, intériorisé par la filière et qui maintenant, on retrouve ça un peu partout. Petite stat qui a été partagée par les organisateurs du salon. 15% des exposants, donc des 1000, on va dire à peu près 1500 exposants, ont présenté des fibres ou des matériaux avec un aspect green, donc avec un aspect naturel. Donc on peut quantifier littéralement cette mise en avant des enjeux énergétiques. Donc, je vais passer. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais peut-être aller détailler un peu plus certaines des initiatives que nous avons observées et que nous avons trouvées intéressantes. De manière générale, donc, je ne vais pas aller dans le détail de tout ce qui est listé ici, mais les fabricants de machines de découpe ont présenté de nouvelles machines, quasiment tous. Alors, les améliorations, bah, elles sont pas forcément révolutionnaires, mais de nouveaux modèles sont sortis à l'occasion de cette édition de Tech Textile. Donc, l'IA générative, ça s'applique pas mal pas tous, mais en tout cas une grande partie des acteurs qui proposent des logiciels de design, voilà, qui participent un peu, en tout cas qui proposent des solutions pour la conception
commencent à communiquer autour de l'IA générative. C'est quelque chose dont on va voir un exemple très concret un peu plus tard. Voilà, j'ai déjà parlé d'automatisation, j'ai déjà parlé de PIFAS. Je pense que on va aller un peu plus, ce sera un peu plus parlant une fois qu'on ira sur les initiatives slide par slide. Donc, je vais commencer par Safak, qui est un acteur turc. Donc Safak aujourd'hui, il me semble que c'est la première participation à ce salon de cet acteur. La gamme qui, on va dire, c'est pas réellement une nouveauté, mais qui est assez récente, donc qui est sortie dans les 2 dernières années, je pense, et donc a été présentée pour la première fois à Tech Textile cette année. C'est une marque, donc la marque Corium, qui est une alternative au cuir ou à certaines applications techniques. Donc on classifie ça dans le marché des matériaux alternatifs. Euh, on peut dire pas forcément durable, mais avec une dimension écologique. C'est-à-dire que aujourd'hui, Corium, c'est une matière qui va essayer de remplacer certaines applications du cuir dans, par exemple, tout ce qui est maroquinerie, tout ce qui est revêtements muraux, protection acoustique, reliure de livres, de cahiers. Donc des utilisations finalement assez diverses. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant avec ce produit, donc c'est un tricot monocouche, c'est il est composé à la fois de PET recyclé et de PU à base aqueuse. Donc le PU à base aqueuse, donc la matière a été développée par l'entreprise, par Safak, et le procédé est également maison. Des parties du procédé sont brevetées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas de DMF dans ce type dans ce type de produit. Et le fait que le PU soit à base aqueuse, ça permet de réduire la quantité de produits chimiques qui est utilisée. Ça permet aussi de réduire la quantité d'eau de consommation d'eau qui est consommée par le processus, en tout cas. Et a priori, au niveau des finitions, c'est assez similaire à ce qu'on peut faire avec de la matière classique. Donc, ça reste relativement premium comme positionnement au niveau du prix. On parle au minimum, ça commence à 15 euros par mètre, euh, le rouleau. En continuant sur les matériaux biosourcés, en tout cas sur les matériaux avec une dimension durable, on peut citer également Ecolastic, qui est une marque de Advance, un fournisseur de textiles techniques taïwanais. Donc, Ecolastic, c'est intéressant parce que ça vise spécifiquement le marché des vêtements de travail. C'est un tissu qui est, on va dire, extensible. Alors, ça se présente comme une alternative plus écologique à l'élastane, mais on est d'accord que ces questions, on va dire, stretchabilité, question extensibilité, on est assez loin des propriétés de l'élastane. Mais pour des applications plus confort, on parle par exemple de jeans ou de vêtements de travail voilà, qui sans forcément être aussi extensibles que l'élastane, doivent être confortables. Ah, ça s'y prête. Également un positionnement premium sur ce type de matière. Au niveau de la composition, on a du PET recyclé qui est issu de bouteilles, donc plutôt on parle plutôt c'est pas de la boucle fermée, c'est pas du textile à textile, on parle plutôt de boucle ouverte. Donc, c'est la fusion de ce PET et d'une variante du PET qui s'appelle le PTT, qui permet de donner cette résistance et cette, on va dire, extensibilité. Donc, les revendications, c'est que c'est recyclable, c'est biosourcé, et ça respecte des normes en termes de haute visibilité et de lavage industriel. Donc, ce qui peut être assez intéressant pour des uniformes, pour comment dire, du vêtement de travail, par exemple. Donc, l'une des revendications aussi qu'avance l'entreprise, c'est que la résistance à la couleur, donc la résistance des couleurs au lavage et la résistance au chlore est supérieure sur ce matériau que sur de l'élastane, et d'où voilà, cette compatibilité avec un lavage industriel. Donc, en sortant
des matériaux biosourcés. Voilà, petite erreur sur mes slides, mais en sortant des matériaux biosourcés, on va partir sur plutôt du recyclage. Donc jusqu'à maintenant, on était sur de l'éco-conception, donc des alternatives. Alco, qui est une entreprise allemande, propose aujourd'hui, mais c'est assez, voilà, c'est assez nouveau sur le marché, des rubans auto-agrippants. Donc, pour rappel, c'est la marque Velcro. Donc, Velcro, c'est une marque, mais pour le coup, c'est du Open Loop, des rubans auto-agrippants à coudre qui sont faits à partir de filets de pêche recyclés. Donc, c'est assez intéressant. Ça permet donc de réduire la quantité de filets de pêche dans les océans, la quantité de déchets, qui, là, on parle plutôt d'upcycling, où voilà, on leur donne une nouvelle vie à travers cette utilisation. Donc, cette gamme, elle a été lancée à l'occasion de Tech Textile. Elle est disponible en deux couleurs, donc noir et blanc, pour le moment. Et voilà, l'acteur a l'intention d'étendre ce type de produit à d'autres utilisations dans le futur. Donc, je reviens en arrière. Une des solutions les plus intéressantes qui a été observée sur Tech Textile cette année. Et là, on sort un peu du monde donc du recyclage et de la matière pour aller plutôt sur une problématique tissage. Euh, C'est alors Kasmu, oui, je pense que ça se prononce, c'est allemand. Assez difficile de savoir quelle est la prononciation exacte, mais donc c'est une start-up qui s'est assez fait remarquer parce qu'elle a remporté l'un des Innovation Awards. Donc c'est un prix que fournissent les organisateurs de Tech Textile. Voilà, donc la solution a remporté un de ces prix. Pour info, donc Tectera, nos confrères de Tectera ont également se sont concentrés sur ce type d'innovation et sur ce type de récompense. Donc, ils se sont un peu penchés dessus. Et pour le coup, cette solution est assez intéressante parce que ce qu'on va proposer, alors, comment expliquer ça? C'est qu'au lieu que les fils de chaîne soient alimentés horizontalement, ils vont être alimentés verticalement. Donc, je ne sais pas si ça se voit très bien sur le dessin ici. Typiquement, ça permet d'utiliser des matériaux qui vont être fragiles, qui vont être collants, qui vont être en cours de durcissement, et surtout qui sont plus épais que ce qu'on peut introduire d'habitude dans la foule. Donc, on se passe des contraintes de certaines méthodes d'insertion de trames traditionnelles. Euh, et voilà, c'est ce que met en avant en tout cas la startup. Alors la startup ne propose pas de machine, où c'est juste la technique, donc le procédé qui est breveté, et du coup c'est disponible sous licence pour certains produits, pour certaines applications. Alors, ce qu'on peut en faire semble être voilà, assez intéressant. On peut en faire des choses qui ne sont pas forcément possibles avec des métiers à tisser traditionnels. Euh, Double tissage, spacer, on peut faire de la 3D, de la 4D et damasque, jacquard. Donc, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que l'innovation, c'est que la foule reste ouverte plus longtemps, donc l'insertion de matériaux plus épais est possible. Et voilà, c'est ce qui montre un peu c'est ce qui représente un peu la nouveauté avec Veloom, avec cette technologie. Voilà, donc je passe à la suite. On va rentrer dans la partie confection. Alors, comme je disais tout à l'heure, les machines de découpe, on en a eu plusieurs. J'ai choisi de sélectionner uniquement deux exemples aujourd'hui, parce que c'est à peu près, enfin voilà, c'est assez similaire comme technologie. Mais on va voir deux stratégies différentes. Bulmer, donc Bulmer, c'est un fabricant de machines de découpe allemand, en tout cas qui a gardé sa nationalité allemande, mais qui est rattaché au groupe Jack, fabricant de machines à coudre. Donc, l'acquisition s'est faite il y a quelques années, il me semble.
La nouveauté qui a été présentée, c'est donc ce modèle qu'on voit à l'écran, c'est le Multiply Procut R90. C'est une machine de découpe multicouche continue, ce qui veut dire, en fait, ce qui veut dire qu'on va étaler, comment dire, pas étaler, mais mettre plusieurs couches de tissu l'une au-dessus de l'autre, et ensuite une lame, donc c'est la tête qu'on voit ici, va passer et selon un pattern qu'on a programmé, va découper des formes, des patrons, des différentes, comment dire, différentes formes dans ce textile. Donc la lame est en métal et voilà, c'est un consommable qui doit être régulièrement changé. Alors ce qui est intéressant, c'est que le marketing de cette machine se fait quasiment exclusivement sur la hauteur de coupe qui a été améliorée. C'est-à-dire qu'on est passé en fait de 8 centimètres, donc la lame, au lieu de faire 8 centimètres, elle en fait 9, ce qui permet mécaniquement donc de couper une plus grande quantité de tissu en même temps. Euh, la machine, l'efficacité énergétique de la machine est améliorée, mais c'est pas du tout quelque chose qui est mis en avant dans la communication de l'acteur. Par contre, beaucoup d'efforts sont mis sur le design. Donc, on sent que Bulmer se rapproche, donc ça fait quelques années que Bulmer se rapproche du marché du luxe, mais l'acteur continue dans sa lancée et voilà, beaucoup d'efforts est mis sur ça, beaucoup de communication tourne autour de design, voilà, pour que ça soit beau, pour que la machine en elle-même soit à sa place dans un atelier de confection. Donc le prix pour ce type de machine, il peut monter très haut très vite. Sur des modèles d'occasion, donc pas sur la R90, mais sur les précédents modèles d'occasion, on est entre 100 000 et 300 000 euros uniquement pour la machine, sans les contrats de consommables, sans les contrats de service. Pour celle-là, on est quand même à beaucoup plus. C'est une machine qui aujourd'hui n'est pas proposée sur catalogue, elle est uniquement proposée on va dire sur demande. Donc c'est sur demande et la commande se fait une fois que le contact avec le client est passé. Donc je passe à la prochaine. Donc j'ai sauté une slide exprès parce que je pense que c'est plus pertinent de parler de Morgan Technica juste après. Autre fabricant de machines de découpe, eux qui, au contraire de Bulmer, donc on parlait d'une lame qui atteignait les 9 centimètres. Ici la lame elle est de 7 centimètres. Donc question productivité, on est plus bas. Mais cette gamme Rex, elle a été lancée avec comme argument principal l'efficacité énergétique. Donc on parle donc en tout cas les acteurs parlent d'une efficacité énergétique améliorée jusqu'à 50% d'énergie en moins consommée. Donc ça, c'est possible grâce à trois modules qui ont été rajoutés sur cette gamme. Donc le premier, c'est que le moteur, en freinant, donc on va récupérer l'énergie du moteur et la réinjecter dans le système afin qu'elle ne se perde pas pour pouvoir la réutiliser. C'est le principe de l'ERS. Spin Power, c'est donc ce type de table de découpe. On va avoir de l'aspiration qui va venir d'en bas pour maintenir le textile comment dire, maintenir le textile sur la table de découpe. Donc cette aspiration, elle va partir dans la petite cheminée qu'on voit ici sur le schéma et passer par une turbine qui va à son tour générer de l'électricité et alimenter la machine. Et c'est ce qui permet d'avoir ce gain d'énergie qui est un enjeu de taille aujourd'hui sur le marché. D'un point de vue software, donc d'un point de vue digital, l'acteur a implémenté donc ce qu'il appelle la Active Database, ADB. On parle d'une base de données donc, qui est disponible soit en local, soit en cloud. Et l'idée, ça va être que on va dire à chaque fois qu'une forme de coupe non standard est détectée, euh, le, le, comment dire, l'opérateur va l'insérer va en tout cas mettre cette donnée sur la base de données
et ensuite, donc pour l'enregistrer pour de futures utilisations. Et dépendant du contrat de service qui est souscrit, il pourra avoir accès aux autres données qui ont été insérées par d'autres fabricants, enfin par d'autres utilisateurs de la machine ailleurs. Donc c'est une manière on va dire d'utiliser l'intelligence collective pour augmenter l'efficacité de cette machine. Donc je reviens sur la slide d'automatisation. Comme je disais, les solutions d'automatisation, elles sont encore, donc il y en a eu qui ont été présentées. Celle-ci était la plus intéressante parce que c'était la plus complète. L'idée va être de confectionner des lanières, donc comme ici, comme pour les badges, voilà, les badges pour des événements corporate. Cette ligne va donc dedans, on va juste mettre donc la bande de textile, les boucles ou bien n'importe quel autre type de fermeture de lanière. Et donc voilà, le bras robotique va récupérer la boucle, il va la passer sur la chaîne, la couture va se faire automatiquement, la découpe va se faire automatiquement. Donc tout se fait automatiquement. Donc, la ligne, elle coûte 400 000 euros aujourd'hui. C'est une installation qui se fait sur mesure. Et ce sera pour un débit de une lanière toutes les 8 secondes. Ce qui est un débit très important. Ce qui est aussi intéressant, c'est que des capteurs et des caméras sont inclus dans le système qui font que chaque étape de la confection, elle est surveillée. Chaque étape de la confection est surveillée et documentée. Donc, si on a un souci quelque part, on saura automatiquement d'où ça vient. Alors, pour avoir touché les lanières avec mes mains, j'ai l'impression que niveau finition, c'est pas encore complètement parfait. Mais le gain de temps est quand même assez important. Voilà. Et du coup, l'intérêt de ce type de... Voilà, du coup, RSG, c'est une entreprise qui essaie voilà, qui cherche le maximum de produits de ce type-là automatisés. Donc, ils se lancent dans tout ce qui est textile, donc tissu étroit. Euh, voilà, il y a plusieurs projets qui sont en cours de développement. Donc, on va sortir pas exactement sortir de la confection, mais on va parler d'un acteur français cette fois-ci. Donc Gamao qui était sur le stand partagé entre Tectera et l'IFTH, qui a proposé donc Gamao, c'est une entreprise qui a été financée, il me semble, par la région Rhône-Alpes. Donc par la région Rhône-Alpes, et qui propose des vestes à LED. Donc, c'est des vestes de running, c'est un équipement de course. Les vestes sont tarifées entre 350 euros et 400 euros et elles sont commercialisées sous la marque UPIC. Pardon. L'intérêt, c'est que comment dire, ces vestes, elles contiennent elles contiennent des LED qui sont auto-alimentés. Un problème qu'on a avec les smart textiles et avec de manière générale l'intégration de l'électronique dans le textile, c'est qu'il faut une source d'énergie pour alimenter ces LED ou en tout cas ces objets électroniques. Et grâce au principe donc de triboélectricité, c'est la friction avec le coude qui va directement alimenter les LED. Donc on va dire que euh, je sais plus comment dire, mais le côté, enfin la partie électronique qui alimente la LED est alimentée par la friction, ce qui permet donc d'être visible pour le coureur, donc d'être visible le soir ou quand les conditions de lumière sont pas très élevées. Voilà, ce qui améliore la sécurité ce qui améliore la sécurité. Donc, en restant sur la thématique d'intégration des smart textiles, un acteur autrichien, donc Adressis, propose aujourd'hui des nouvelles manières d'intégrer les smart, donc d'intégrer les objets électroniques dans les textiles. Donc, c'est des rivets qui sont utilisés, qui s'accrochent sur le textile
et ensuite qui par magnétisme, on voit ici la petite, donc ce petit bouton est magnétique et on va pouvoir coller dessus une unité de processus, voilà, une unité de données, donc qui va traiter les données. Ça permet par exemple pour des applications de sécurité comme les DATI, donc une des applications qui est proposée, c'est ça, c'est un t-shirt où on colle ce système d'alarme qui va sonner si il arrive quelque chose au travailleur, si le travailleur tombe, si voilà, si un problème quelconque se déclenche, donc l'alarme va être donnée. Et l'intérêt, c'est justement de voir c'est de voir que voilà, c'est plus simple plutôt que d'utiliser, on va dire, un bouton ou bien une fermeture éclair. C'est voilà, c'est une autre manière de coller cette unité de traitement de données. Donc, on a à un prix unitaire de 5 euros. Je pense que c'est quand même beaucoup plus cher que les méthodes plus traditionnelles, mais voilà, c'est en développement. Et donc, hors unité de traitement de données, les magnets résistent au lavage domestique. Donc, pas au lavage industriel, ce qui peut présenter un frein pour le moment, mais ça tient au lavage domestique. En restant dans la digitalisation, donc dans tout ce qui est digital, c'est une startup qu'on avait vu apparaître à l'ITMA 2023, mais qui était également présente sur ce salon. Et qui prend de plus en plus d'ampleur. Donc depuis la dernière fois où la startup est apparue, plusieurs levées de fonds ont été réalisées et son service s'est étendu. Donc l'idée de Tyler, c'est de proposer une solution qui permet donc de numériser, qui permet à n'importe quel, je sais pas moi, par exemple confectionneur, de numériser les données qui ont rapport avec la taille, avec les coloris, avec les motifs, et de pouvoir à terme communiquer avec ses fournisseurs. Donc comme pour un ERP, mais beaucoup plus centré sur vraiment sur la production. Donc ça s'intègre facilement avec un ERP, les données sont communicables. L'idée, c'est que avec ce type on va dire d'outils en place, on évite on évite les duplicata. Donc on évite de refaire 4 fois la même collection. Si par exemple la commande, on reçoit une commande pour, je sais pas moi, un motif circulaire avec une couleur bleue, on pourra en ayant numérisé toutes ces collections, avoir directement motif bleu, donc motif circulaire, couleur bleue, qui apparaîtra directement. Et donc, depuis, la startup a commencé à s'implémenter dans de vraies usines au Bangladesh. Elle parle de 15 000 points de données numérisés. Donc, ça représente quand même un certain nombre de données qui permettent donc plus les données sont numérisées, plus ce sera plus simple pour eux à l'avenir voilà, c'est un processus qui sera plus simple une fois une certaine taille critique atteinte. Et donc, en termes de réduction de temps d'échantillonnage, de réduction de temps de prototypage, et afin de s'assurer de taille consistante entre les différentes collections, ça peut être un outil vraiment intéressant qui aujourd'hui est toujours en développement. On parlait d'IA génératif tout à l'heure. Donc cet exemple en particulier est assez intéressant. Je pense que c'est une des utilisations les plus évidentes pour l'IA générative. C'est l'inspiration des stylistes l'idée de cette solution. Donc, pour donner un peu de background, Assist et Style 3D, c'est une ancienne entité qui était rattachée à Bulmer, donc fabricant de machines de découpe, mais donc qui a fait on va dire qui est parti de son côté et qui propose maintenant uniquement des solutions digitales, donc des logiciels de design par exemple, et associé à les logiciels de design maintenant, on peut obtenir donc ce module qui permet soit donc à partir d'un texte de générer différents modèles,
de différentes tailles et on va dire de visualiser ce qu'une collection, ce qu'un article d'habillement, ce qu'une couleur ou ce qu'un motif en particulier pourrait donner sur ces avatars. On peut également générer très rapidement différentes variantes d'un motif pour une collection, différentes variantes de couleurs. Et c'est ça le but. Le but, c'est de réduire le temps passé à faire des tâches répétitives dans le design pour essayer de se focus sur ce qui est vraiment créatif. Donc, aujourd'hui, c'est ce qui est proposé. Donc, c'est sur abonnement. On n'a pas forcément encore d'idée de tarif, mais c'est pas le seul acteur qui propose ce type de solution. Donc, en parlant d'intelligence artificielle, voilà, je me permets, donc on va parler un peu de l'IFTH. Aujourd'hui, l'IFTH, donc Guy, n'hésite pas à intervenir si tu le veux. Donc, Polytronix, c'est un consortium où participe l'IFTH. L'idée est de fournir un guichet unique qui permet d'accompagner les entreprises dans on va dire dans leur projet de digitalisation. C'est-à-dire que la première étape, ça va être évaluer la maturité digitale pour ensuite, en utilisant l'intelligence artificielle, pouvoir proposer des solutions à ces entreprises. Je me trompe pas, Guy, c'est bien ça. Oui, oui, non, mais c'est bien ça. Hein, donc, Mm. c'est des solutions digitales. Hein, donc, l'objet, hein, c'est de détecter une problématique que vous avez, aussi bien produit que process, et puis voir si par l'intelligence artificielle, on peut amener des solutions. Alors, on peut intervenir dans plusieurs axes, hein, aussi bien l'innovation enfin, dans les produits que dans le process. Donc c'est un guichet, hein, donc l'intérêt, hein, que vous allez avoir à vous inscrire, c'est que ce sont comment ça s'appelle, ça rentre dans le cadre d'un projet avec donc des moyens de financement, je pense. Et donc n'hésitez pas à vous inscrire. Alors pour ce faire, hein, déjà vous pouvez commencer à faire un test, hein, dont vous avez le QR code à côté. Oui. Donc, Voilà, et puis ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez déjà passer un premier test pour mmh, évaluer votre maturité digitale. Et ensuite, ça donnera lieu à voilà, à des actions derrière. mmh. Une fois que vous aurez cette information sur votre capacité à intégrer ou comment intégrer cette intelligence artificielle dans vos processus. Donc voilà, hein, ce qu'on peut dire sur ce projet. Alors n'hésitez pas à revenir vers nous, hein, vers l'IFTH, hein, pour si vous avez besoin de plus de précisions Voilà. Donc, sur ce nouveau projet. Voilà. le QR code est à l'écran, les adresses mail sont à l'écran. Donc, voilà, c'était la petite parenthèse plugin. Donc, je passe à la suite. Donc, voilà, bientôt, on, on arrive au bout. Je vous rassure. Donc, on parlait tout à l'heure de solutions pour les batteries. Frenzelite, pardon, est un acteur allemand qui travaille sur le marché des composites. Jusqu'à maintenant, l'acteur proposait des gaines de protection en aramide qui permettaient l'idée de ces gaines de protection, c'est qu'elles vont aller sur des parties du moteur, par exemple sur la transmission, ou des parties qui sont amenées à surchauffer. Et que, en cas d'incident, en cas d'impact, la propagation des flammes soit retardée. Et ça permet de donner quelques minutes à l'usager pour sortir de la voiture. Donc, c'est pour améliorer la sécurité de véhicules. Et aujourd'hui, on voit que l'acteur se lance dans la protection, vraiment la protection souple pour batterie en tant que telle. C'est un système, c'est des composites à base de fibres de verre sur lequel on va pulvériser de l'aluminium avec un process. Donc c'est un spray maison de l'acteur, c'est un process maison de l'acteur qui permet de résister à de très hautes températures et potentiellement de permettre de transporter des batteries endommagées. Alors les batteries endommagées, il y a des risques de fuite, il y a des risques de départ de flammes. Et ce type d'applications sont très particulières, c'est des marchés de niche, mais on voit que voilà, que ça commence de plus en plus à se développer. Donc, euh, je termine, oui, mes slides ne sont pas dans l'ordre, mais je termine
la transition se fait naturellement sur Rex, qui a également gagné un Innovation Award de la part donc de Tech Textile, qui eux donc c'est pas un projet, proposent vraiment des textiles qu'ils appellent auto-extinguibles. Donc c'est des textiles qui sont couverts d'un revêtement réfléchissant et qui s'adressent vraiment au marché du stockage de l'énergie. Donc là, on parle plus uniquement de voitures, on parle de vélos électriques, on parle de smartphones, on parle de tout ce qui utilise des batteries, des batteries lithium. Euh, donc ce revêtement et ce textile permet de résister à des températures très élevées, donc jusqu'à 900 degrés Celsius. Encore une fois, l'idée, c'est pas d'empêcher complètement la flamme, c'est juste de minimiser les dégâts. Et donc ça vient s'ajouter au-dessus du boîtier de la batterie pour avoir plus de sécurité. Euh, donc je reviens. Donc du coup, en fin de chaîne, on va parler un peu d'ennoblissement. Alliance Machine Textile, c'est un acteur c'est un fabricant de machines, des machines de teinture, entre autres. Donc la machine on a une nouveauté qui est le module aéro pour la machine, pour le modèle Rotora. La Rotora, c'est une machine qui existe depuis 25 ans. Et qui est assez particulière, c'est assez assez particulier à ce fabricant, c'est-à-dire qu'on parle d'une machine de teinture où le rapport de bain est très très intéressant. Ce qui va se passer, c'est que ça va être un tissu enroulé autour d'une ensouple rotative transpercée. Donc le bain est introduit à l'intérieur de l'ensouple et ça tourne, ce qui fait que comment dire que le niveau de l'eau, alors c'est vrai que c'est assez difficile à visualiser, mais le niveau de l'eau, il reste toujours très bas. Donc au lieu de remplir, vous voyez ce réservoir là, au lieu de remplir entièrement le réservoir d'eau, on va en remplir qu'un tiers. Et ça permet d'économiser de l'eau, d'économiser des produits chimiques, etc. Donc on est sur un rapport de bain de un tiers. On a des coûts de production qui sont divisés par deux. Donc, mais c'est uniquement a priori adapté aux chaînes et trames. Donc cette machine, elle existait, donc comme je vous disais, elle existait déjà, la Rotora. L'innovation, ça va être de rajouter le module aéro autour. Et donc j'en profite voilà, donc pour dire que donc l'IFTH a travaillé sur un prototype pour ce module aéro. Mais ce qui va se passer, c'est que cette fonction aéro, elle va permettre de réduire l'humidité de l'étoffe à la fin du cycle. Donc, on va dire que c'est comme si le séchage se faisait directement après. Et au lieu de passer donc par une rame, on économise un passage de rame. Et ce qui peut être intéressant, c'est que on va dire que ce niveau d'humidité, il est contrôlable, c'est-à-dire qu'on peut sécher jusqu'à ce que l'humidité donc du tissu soit à humidité ambiante. Donc qui soit, bon, on va dire, plutôt sec. On peut sécher encore plus, mais on peut sécher moins s'il y a nécessité de continuer si l'étoffe doit rester mouillée pour le reste du processus. Voilà, et donc ce modèle, ce module, il est aujourd'hui disponible on va dire que ça va être sur demande. Donc l'acteur invite, donc l'acteur qui est un acteur français, propose aux entreprises donc de venir tester, de venir tester le module, donc d'entrer en contact pour le tester et donc vérifier ces allégations. Donc on parle d'un coût de production qui est plus bas. On parle également d'un bilan carbone qui est beaucoup plus bas. Donc aujourd'hui, il y a des études qui sont en train d'être faites et on estime que c'est à peu près un tiers du bilan carbone d'un processus traditionnel. Alors, le fabricant me charge de dire que c'est des données qui ont été extrapolées. Donc, on a fait quelques tests et on est parti de ces tests-là pour dire un tiers. Mais justement, plus il y aura de tests, plus le bilan carbone il sera évalué avec plus de pertinence. Voilà. Donc, c'est quand même un module qui peut être très intéressant pour réduire pour au moins retirer une étape de son cycle de fabrication.
Très rapidement, parce que je vois qu'on s'approche de l'heure. AMPA, donc c'est un centre de recherche suisse, qui sont donc nos confrères suisses, proposent plusieurs technologies, plutôt sur de la recherche fondamentale. Donc ici, on a choisi de partir plutôt lors de cette présentation sur des choses qui sont matures, qui sont utilisables directement, mais ou en tout cas qui sont à une maturité assez importante. Ici, on va être plutôt sur une maturité basse, mais c'est un procédé plasma qui va permettre de créer de l'hydrophobie sans PFAS. Donc on en est encore à un procédé qui est à ses débuts. On n'en est pas encore à quelque chose qui est industrialisé. Néanmoins, dans ses revendications, l'acteur dit que la répartition des produits chimiques dans le textile, elle est meilleure pour les textiles complexes que dans de procédés chimiques humides conventionnels. Voilà, donc on ne sait pas encore aujourd'hui ce qu'il en est, mais c'est une piste pour obtenir de l'hydrophobie sans PFAS qui est envisagée. Donc, je termine sur cette dernière, on va dire cette dernière initiative qui relève plutôt du monde de la qualité. Donc le Suisse, Sens Optique, propose un système qu'il appelle donc PXT Vision. C'est un système d'inspection automatisé de la qualité des fils et des filaments. Donc les modules de ce système existaient avant, mais l'innovation, ça va être de mettre on va dire le système en entier. Donc d'intégrer ce système avec donc le capteur à 3 axes, le software qui est particulier. Donc ce qui va se passer, c'est que le fil va être déroulé et dès on va dire qu'un défaut est détecté, le défaut va donc le capteur va prendre une photo et le défaut sera affiché ici sur l'écran. Et ça, c'est utile pour la fabrication, pour le comment dire, pour simplifier les procédés de fabrication. Donc, au lieu d'avoir quelqu'un qui va examiner visuellement ce fil à la recherche de défauts, hop, un défaut est détecté par la caméra qui se déroule donc à 1200 mètres minute, qui déroule le fil à 1200 mètres minute et la photo va directement sortir et directement être affichée. Le système coûte 50 000 euros. Environ, donc on parle bien de prix qui sont approximatifs, c'est pour donner une fourchette. Par contre, si je comprends bien, c'est plus adapté à du monofilament qu'à on va dire, plutôt à des assemblages. Euh, c'est c'est également peu adapté au tissage. Parce que les accélérations sont plus rapides et moins prévisibles. Et, euh, et, et on va avoir une grosse limite qui va être la bibliothèque de défauts, c'est-à-dire qu'il faut que les défauts soient déjà préétablis pour pouvoir être détectés. Mais on peut s'imaginer qu'au fil de l'usage, on va enrichir sa bibliothèque et trouver plus facilement, enfin voilà, détecter une plus grande typologie de défauts. Voilà pour les initiatives. Donc, je vois qu'on est dans les temps. C'est assez rare, Nadège, il me semble. Je suis assez fier de nous. C'est assez rare, c'est vrai, tout à fait. Alors, entre nous, en Oui. fait, on bride maintenant, voilà, on bride la R&D, on bride la veille, qui ont toujours beaucoup trop de choses à dire. Du coup, je crois qu'il a fait un gros effort de synthèse aujourd'hui. De synthèse. Voilà. Ça a été difficile de faire de la synthèse. Effectivement, alors là, ce qu'on a présenté, c'est on va dire un quart ou un tiers de tout ce qu'on a pu voir, tout ce qu'on a pu observer. On a essayé vraiment de partir, de choisir le plus pertinent. Donc, dernière petite... Pardon, Nadège ? Vas-y. Voilà. Faut savoir que donc on propose ce type de salon, on s'y déplace régulièrement. Les infos qui en sont issues, on les partage via nos prestations, donc soit nos prestations de veille récurrentes, comme les réseaux perspectives, soit nos prestations de veille sur mesure. Donc voilà, si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous souhaitez creuser, faut pas hésiter à revenir vers nous et voir comment on peut aller plus loin sur un sujet ou un autre, ou bien peut-être
se déplacer sur ce type de salon pour vous avec comment dire, des comptes rendus sur mesure. Voilà, c'est parfaitement envisageable. Pour... Il y a deux petites questions, en fait, notamment Deux alors, petites questions. le casse-muet. Je vais Ah, prononcer comme ça. casse-muet. Voilà. Ok. Est-ce que tu pourrais essayer de redévelopper un petit peu, parce que voilà, c'était pas forcément clair pour tout le monde. C'est un Oui, peu complexe. Et sur la marque Upic, là, est-ce bien que sûr. tu l'as vu fonctionner? Deux questions. Alors, la marque Upic, je ne l'ai pas vu fonctionner. Effectivement, je n'ai pas vu la machine en marche. Donc, je ne peux pas dire non. Voilà, la réponse, c'est simple, non. Pas vraiment. Je Alors, ne peux pas sur en dire casse-muet, plus. c'est sur le fonctionnement, parce que c'est vrai Euh, qu'on a du mal à oui, imaginer, en fait, à s'imaginer. En fait, il faut le comprendre côté que... la Ouais, verticalisation du process. oui, pas de souci. Je vais essayer Tu peux d'être plus réafficher clair. la slide. Peut-être de prendre un schéma et de réafficher la slide, oui. Ah, ta, 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 ta. Euh, En fait, il faut comprendre que du tissage traditionnel, ce qu'on a tendance à faire, c'est on va avoir un fil de trame qui va venir s'insérer entre deux nappes, donc de fils de chaîne. Et pour s'insérer entre les deux nappes, je fais des gestes comme si c'était Ça plus peut aider. clair. Oui, mais c'est, on va dire que c'est horizontal. Je vais essayer peut-être d'afficher une image. C'est horizontal. Sauf que le fait que ce soit horizontal, ça implique que la foule, donc l'ouverture entre les deux nappes du fil en chaîne, elle peut pas rester ouverte longtemps. Et on ne peut pas non plus faire passer des choses trop épaisses, donc des textiles trop épais entre ces deux nappes. Ici, donc on le voit à la flèche, comme le procédé est vertical plutôt qu'horizontal, la foule, donc l'espace entre les deux, est maintenu ouvert. Et on peut directement insérer, bon, on va dire ce qu'on veut dans ces deux-là. C'est, c'est assez, je ne sais pas si on peut dire que c'est simple, c'est pas très. J'espère que c'est un peu plus clair expliqué de cette manière-là. Pour, euh, Bon, pour la personne qui avait posé la question. ouais. Ok, Oh, merci. c'est OK. Voilà, c'est plus Parfait, clair. parfait, Et donc, parfait. et donc l'autre question, elle portait sur la veste. Oui, Euh, sur la la veste, veste donc c'était abdominale. est-ce que Ouais, vous avez vu le système fonctionner? tout à fait. Euh, excusez-moi, hop, je remets ma slide. On a un écran noir derrière. Oui, je vois Voilà. ça. Donc, je remets ma slide. Est-ce qu'on a vu la veste fonctionner? Et non. Pour ma part, personnellement, je ne l'ai pas vu. Après, voilà, c'est un système qui est connu. En tout cas, au niveau de la recherche fondamentale, les sources triboélectriques, c'est quelque chose qui existe depuis quelques années maintenant. Effectivement, il faudrait voir si à l'usage, peut-être avec de l'humidité ou dans des conditions réelles, ça a fini par être utilisé. Ça finit pardon par être par fonctionner correctement et tenir dans le temps. Donc on a des allégations. Malheureusement aujourd'hui, alors on peut pas forcément toutes les vérifier. Et c'est là que le reste de l'IFTH intervient pour justement tester ces prototypes et les caractériser. J'espère avoir répondu à la question. Niveau de TRL, à TRL, minima. Ouais. pour moi, c'est un TRL 8 ou 9 parce que la technologie est sur le marché. On parle d'une veste donc, qui est commercialisée, il me semble, à 350 euros. Donc, Est-ce que vous parlez du. Alors, je ne sais pas, dépendant de si on parle du capteur, enfin, pardon, de la LED et de sa source d'alimentation ou de la veste qui contient cette LED, mais la veste est commercialisée. Donc, on parle d'un TRL 9. 8-9. Est-ce que vous avez d'autres questions? Écoutez, voilà, c'est la veste est Parfait. commercialisée. Ça me suffit. Parfait. Écoutez, on va finir dans les temps alors. Merci beaucoup.
pour cette intervention, Yacine, et puis voilà, pour les questions. Donc, je fais le petit rappel sur l'activité de veille quand même. C'est vrai qu'on nous n'en parlons pas souvent, mais l'activité de veille, ça fait partie des piliers de l'IFTH, ça fait partie des missions régaliennes, et c'est une activité qui irrigue toute l'activité de l'IFTH, non seulement pour nous, mais aussi donc pour toute la filière, hein, à travers soit de la veille mutualisée qui existe aujourd'hui, mais qui est en train d'évoluer. Donc voilà, si vous avez des velléités de travailler en termes de veille, n'hésitez pas à nous faire part de vos besoins. Et voilà, mais Yacine et ses collègues travaillent beaucoup sur des veilles personnalisées, hein, et aussi sur tous les états de l'art des projets collectifs. Et c'est un gros travail. Voilà, on a pas mal de projets collaboratifs en cours de recherche et développement. Donc voilà, ça fait partie un peu de l'activité cachée, mais essentielle pour nous. Voilà. L'activité essentielle, on en parlait pendant le Covid. Hein, voilà, on est parti, on est sur les activités. On parle d'activités essentielles. Si nous avons terminé, je vais vous laisser terminer cette semaine. Alors, juste quand même, je vais vous annoncer le prochain thème, hein, effectivement, le 3 octobre. Donc, prochain rendez-vous FTH, nous parlerons d'éco-conception. Donc, je vais faire partir l'invitation la semaine prochaine. N'hésitez pas à revenir vers l'équipe s'il y a besoin. Et pour toute question, aussi, hein, l'adresse communication, nous redispatchons les questions. Il y avait pas mal de thèmes qui ont été abordés, notamment tout ce qui est réglementation, etc. On fait beaucoup de points sur la réglementation. S'il y avait des questions sur ce point-là aussi, nous pourrions transmettre. Et puis sur ces quelques mots, je vais vous souhaiter une belle soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup.